Il n'y avait pas de critères psy. C'était une dimension sociale très très marquée à Waikiwa. Voilà. Alors évidemment, la prise en charge chez soi, ça bouleverse un petit peu tous les codes et toutes les habitudes de travail. Donc on va essayer de vous expliquer un peu comment. Donc c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure en amorce, hein, de mon passé d'éducateur institutionnel entre guillemets. On vous a mis là le changement de paradigme, de modèle, aussi manière de travailler pour les professionnels. C'est-à-dire que sans lister tout ce qui est écrit, je pense que vous aurez le PowerPoint et vous pourrez prendre un peu de temps pour le lire, c'est-à-dire que quand même, il y a un autre regard sur l'accompagnement, tel qu'il pouvait se pratiquer par le passé ou dans d'autres structures, où on était peut-être plus à l'intérieur, où on était plus en tant que professionnel à être celui qui savait, entre guillemets. Là, la personne accompagnée, que nous nommons locataire, est vraiment au centre de l'ensemble des décisions qui la concernent, quelle qu'elle soit. Ça peut aller d'une démarche auprès de médecins, ça peut aller un choix de machine à laver, ça peut aller ou pas, l'aménagement d'appartement. Vraiment, la personne, on ne fait, nous, absolument jamais rien sans l'aval de la personne. Que ce soit dans le quotidien, comme je viens de le dire, mais aussi au travers du réseau des personnes les personnes dans un réseau, que ce soit le médecin, des travailleurs sociaux, dans d'autres structures, les personnes les curateurs, par exemple. Voilà. Nous, on va prendre de contact, on va essayer d'aider les personnes, on va les soutenir, on va uniquement si elles le souhaitent. Si elles ne veulent pas, eh bien, voilà, on est là, disponible, et on ne prendra pas de décision à leur place. Donc ça, c'était par rapport à la manière un peu de travailler. Les lieux d'intervention, on est beaucoup à l'extérieur, et on utilise le droit commun dès que faire se peut. Donc on rencontre de temps en temps les personnes dans nos locaux, si elles le souhaitent. Sinon, la plupart du temps, c'est soit directement dans les logements, soit en extérieur. Les modalités d'action, moi, je les ai un petit peu évoquées. Donc on parle du sur-mesure. On essaye d'être au plus proche. Donc, c'est des personnes qu'on rencontre au moins au début de l'accompagnement une fois par semaine. Des fois, ça peut être plus, si la personne le souhaite. Ça peut arriver dans le cadre de l'aménagement de l'appartement qu'il me sollicite parce que des démarches à faire, l'aménagement de l'appartement, c'est pas forcément facile. Donc, ça peut être plusieurs fois par semaine, mais on part d'un postulat d'une fois par semaine. Et après, au fur et à mesure de l'autonomie, du bien-être dans lequel la personne se trouve, se sent, on peut distancier un petit peu, ça peut être une fois tous les 15 jours. Mais même s'il y a des choses qui sont comme ça une fois tous les 15 jours, on reste disponible en permanence pour une sollicitation, pour un besoin. L'idée, c'est de faire au mieux un accompagnement au plus proche pour que la personne soit le mieux possible dans son logement. Donc, l'adaptation du métier, pour ceux ou celles qui ont un passé comme le mien institutionnel, il y a plein de changements. Alors, ce qui est très très important dans le cadre de notre accompagnement, c'est la multiréférence. Donc, on est une équipe interdisciplinaire avec au sein de l'équipe, donc il y a un médecin psychiatre, il y a un médecin généraliste, il y a des infirmières, il y a des éducateurs, des médiateurs de santé père. Question encore, je pense que... Non, non. Après, ça c'est sur la partie accompagnement. Et après, il y a une seconde partie qui est la gestion locative. Donc, on a depuis peu une professionnelle la secrétaire comptable plus la personne qui va s'occuper de capter les logements et d'être en lien sur la partie purement gestion locative. Voilà. L'idée, c'est vraiment de cloisonner de manière à ce que les petits soucis qu'il pourrait y avoir de non-paiement de loyer ne viennent pas interférer sur l'accompagnement, que ça ne vienne pas parasiter la relation qu'on peut avoir ou mettre en place avec les locataires. Donc, il y a cette pluridisciplinarité et ensuite, il y a notre manière d'intervenir en multiréférence, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rencontre une personne, on est deux. Ça a déjà plusieurs avantages. Alors, la personne qu'on va voir peut aussi, elle, demander
en fonction de ces desiderata, mais peut-être plutôt voir le médecin psychiatre, ou peut-être plutôt voir. Excusez-moi. En fait, il y a des gens qui passent derrière. C'est pour ça qu'on est un peu. Voilà. Donc, c'est l'infirmière qui fait des siennes, les infirmières d'ailleurs, en l'occurrence. Je disais, je ne sais plus où je disais. Thierry est troublé par une armée d'infirmières. Oui, voilà, la personne peut solliciter peut-être le médecin généraliste ou l'infirmière, s'il le souhaite. Mais après, il y a le psychiatre, il va intervenir exactement de la même manière que l'éducateur ou que le médiateur de santé père, si ce n'est qu'on vient chacun avec nos expériences professionnelles et de vie différentes. Donc ça, c'est la possibilité donnée au locataire. Ce qui est très intéressant aussi, et là je fais part de mon expérience récente d'éducateur en institution, c'est que le fait qu'il y ait cette pluridisciplinarité, cette multiréférence, ça permet à chaque fois, dans toutes les situations, d'avoir des personnes, des professionnels qui sont disponibles pour la rencontre. D'ailleurs, il va arriver des fois dans la relation, c'est un peu compliqué avec telle ou telle personne. Au sein de l'équipe, il y aura tout le temps quelqu'un qui sera motivé, bienveillant, qui aura envie d'aller rencontrer la personne. Ce qui fait qu'à chaque fois, dans la relation, il y a quelque chose de positif qui est engagé au moins départ. Voilà. En gros. Ça va ? Ah, merci. Le rétablissement au cœur du projet. Bon, je crois que Thierry vient d'en parler assez largement, du souhait de la personne, de se souvenir que l'expert de son parcours, c'est la personne qu'on accompagne. C'est pas nous, on ne sait pas les choses à sa place, et que tout part d'elle. Nous, on est là en soutien, en accompagnement, et que le projet, c'est le sien, quoi. Voilà. Ah, tu veux faire ça ? Ça, c'est un grand classique. Ça reprend un peu le schéma d'accompagnement classique. C'est celui que moi, par exemple, on m'a proposé quand j'ai été accompagné à un moment donné. C'est-à-dire un système en escalier où il fallait faire ses preuves à chaque étape pour prouver qu'on était capable d'aller sur la marche supplémentaire. Donc, pour moi, c'était un suivi thérapeutique avec un logement d'urgence, ensuite un appartement thérapeutique, encore avec un suivi, et encore ensuite peut-être un bail avec un bailleur social ou un privé. Mais il fallait gravir tous les échelons un à un. Nous, ce qu'on s'est dit, la proposition de un chez soi, c'est de balayer tout ça et de dire, si on veut apprendre à vivre en appartement, il faut un appartement. Comme de la même manière, pour apprendre à faire du vélo, il faut avoir un vélo. Si on n'a pas le vélo, ça va être compliqué. Donc la proposition, c'est qu'on donne l'appartement et après, on voit comment on s'organise. Pas d'évaluation a priori, tu veux en parler, excuse-moi. Vas-y. C'est ce que je viens de dire, c'est que on ne présume pas la place de la personne, de sa capacité ou pas à vivre en logement. Nous, on fournit le logement si elle a le souhait d'avoir accès à un logement et si elle a le souhait d'avoir un accompagnement. Ensuite, le reste, c'est à la personne de voir. Et nous, on ne présume pas à sa place, quoi. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Ça, c'est les principes fondamentaux du logement d'abord. On vous les a listés ici. Ben, le logement est un droit fondamental. Ça paraît un peu bateau de le rappeler. Et pourtant, il y a tellement de gens dehors. Et comme le disait, comme on l'entendait tout à l'heure pendant le film, d'avoir des malades psychotiques à la rue qui sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas de logement et qui ne sont pas soignés parce qu'ils sont dehors, et bien, ça pose un vrai problème éthique. Et donner un logement à ces personnes, c'est un droit fondamental. Ça paraît idiot, mais c'est comme ça. Et on est plusieurs à espérer qu'un jour, un chez-soi d'abord s'ouvre à d'autres profils que les personnes concernées par la schizophrénie, mais pour l'instant, on en est là. Je pense que tout le monde devrait avoir droit à ce type d'accompagnement. Un accès rapide à un logement ordinaire, ça veut dire que si la personne fait une demande,
J'ai une collègue qui me fait une petite danse derrière la caméra, qui m'a troublé. Mais c'est de bonne guerre, je lui ai fait la même chose il y a 3 semaines. Un accès rapide à un logement ordinaire, ça veut dire que si la personne passe en commission, on lui propose un logement dans les 2 mois après avoir été accepté par la commission. Au plus tard dans les 2 mois. La primauté du choix de la personne pour fixer l'exact d'accompagnement, Thierry en a parlé. On n'impose rien, il y a un suivi, mais c'est à la personne de dire ce qu'elle souhaite et à quel rythme elle souhaite être accompagnée. Voilà, tout le reste, on en a parlé aussi. L'accompagnement orienté rétablissement, on va en parler un peu plus tard aussi. La stratégie de réduction des risques et des dommages, vous connaissez maintenant, c'est engagé dans toutes les structures d'accompagnement et de soins. Mais pour nous, ça veut aussi dire, bien sûr, au niveau de la conditionnalité, que si les personnes consomment de l'alcool ou des stupéfiants, nous, on n'émet pas d'avis là-dessus. Si la personne nous demande de l'aide pour l'aider à régler un problème d'addiction, on sera là, mais nous, on ne fera pas de commentaires sur ces consommations et on ne mettra pas d'avis sur ce type de choix. Un engagement soutenu mais non coercitif, bon voilà, on n'oblige à rien. Et la séparation entre la gestion locative et l'accompagnement, Thierry en a parlé tout à l'heure. On a nos collègues de la gestion locative et l'accompagnement est censé être à part, donc pour que la gestion locative ne pollue pas l'accompagnement. Les critères d'admission, tu veux en parler? Donc les critères d'admission, vous les avez sous les yeux. Donc une situation d'errance et d'itinérance au moins 7 jours dans l'année qui vient de s'écouler. Être en situation régulière, très important, ça permet d'avoir des ressources voilà, pour payer le loyer et la vie un peu au quotidien qu'on accompagne aussi. Présenter un diagnostic de troubles psychiques graves, donc schizophrénie ou troubles psychotiques, et avoir des besoins sanitaires et sociaux élevés. Alors ça, c'est un passage, c'est la grille MCAS. En fait, c'est une grille qui vient lister tout un tas d'items, et en fonction des réponses à ces items, qui sont extrêmement variés, qui s'appuient sur la vie quotidienne, il y a un chiffre, il y a un score qui permet d'être, quand il est suffisamment élevé, de pouvoir bénéficier de l'admission et de la proposition, en tout cas, d'admission à un chez-soi d'abord. Et souhaiter vivre dans un logement à Bordeaux et sur les communes limitrophes, c'est-à-dire que nous, on travaille sur Bordeaux intramuros et après ce qu'on appelle Bordeaux Métropole, c'est-à-dire toutes les villes qu'il y a en périphérie et principalement et dans la totalité avec des bailleurs privés. Voilà. Et ce qui n'est pas facile de trouver sur Bordeaux des logements. Un accompagnement soutenu et individualisé. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Tu parles de ça? Ça aussi, on en a parlé pas mal. Hein, Thierry en a parlé. Toujours, on parle de l'expertise et des souhaits de la personne. Concret et centré sur le soutien au quotidien. On accompagne sur toutes les démarches, sur tous les souhaits des personnes. Et orienté vers le rétablissement en santé mentale, on a tout un tas de pratiques pour orienter nos pratiques vers le rétablissement en santé mentale. Ça, c'est tout un concept qui n'est pas forcément extrêmement abordé en psychiatrie. Historiquement, enfin, peut-être que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on peut se rétablir de troubles de santé mentale, comme de tout un tas d'autres types de troubles. Et bien sûr, et pour certaines personnes, c'est important de le rappeler et d'orienter dans ce sens-là, parce que pour beaucoup, les problèmes resteront toujours, les difficultés sont ancrées, et pour beaucoup, on pense que les gens ne seront pas capables de changer, donc il n'y a rien à espérer. Nous, on rappelle sans cesse, et aux structures avec lesquelles on travaille et aux personnes qu'on accompagne, que le rétablissement est possible et qu'on peut trouver une façon de s'accommoder de son trouble et de vivre avec. Voilà. Alors voilà, tu veux expliquer ce que c'est ESPER et après on commence
Alors, le rétablissement s'appuie sur un acronyme, ESPER, donc qui est l'acronyme des items dont on va parler maintenant. Donc, le premier, c'est espoir. Alors, parfois, ça peut paraître un petit peu désuet, et puis en même temps, ça reste très compliqué de s'appuyer sur… parce que quand on rencontre les gens, souvent pour la première fois, bon, au dehors de la mise en place du logement, il y a tout de suite cette idée de… Qu'est-ce qui est pour toi le mieux dans ta vie? Quel est ton rêve? Quelles sont tes aspirations? Qu'est-ce que tu voudrais pour toi dans l'avenir? Et l'idée, c'est parfois des gens qui viennent de la rue, souvent l'horizon est un peu bouché, et c'est essayer d'ouvrir des portes. Et ça peut partir, j'allais dire, dans tous les sens. Peut-être pas dans tous les sens, mais en tout cas loin. Ça peut aller de retrouver du travail, des choses très, très prosaïques, très fonder une famille, rencontrer quelqu'un, faire du deltaplane. Et l'idée, nous, quand l'envie, quand le désir, quand le rêve il nous est évoqué, c'est faire en sorte, au plus près, le mieux possible, de les accompagner là-dedans. Alors des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. En tout cas, c'est des choses qui sont revues, rediscutées tout au long de l'accompagnement. Ça permet d'avoir des perspectives. L'idée, c'est d'accompagner dans des perspectives et des projets, et des aspirations. Voilà. On s'est dit qu'on allait partir de Esper parce que c'est un peu notre pense-bête pour savoir si on est dans les bonnes pratiques et dans les bonnes démarches avec nos locataires. Et on est parti de là-dessus pour vous expliquer comment on travaille habituellement et comment on a modifié nos pratiques pendant la crise Covid. Donc, pour le premier slide, c'était l'espoir. Voilà, sur l'espoir, c'est espérer que les personnes, malgré leurs difficultés, eh bien, elles seront capables. Ce n'est pas parce qu'elles ont rencontré un certain nombre d'échecs qu'il y aura toujours des échecs. Nous, on est là pour dire il y a eu plein d'échecs, mais aujourd'hui, ça peut fonctionner. Et on est là pour y croire avec toi et pour t'aider à avancer là-dessus. Et pendant le Covid, ben, l'espoir, on avait l'espoir que les personnes seraient capables de gérer et traverser cette période. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Tout à fait. Voilà. Sur le soutien, tu veux commencer? Vas-y, je te laisse. Alors, sur le soutien, ça, je pense que, enfin, on s'est dit ensemble en parlant que ça a été le plus important pendant la crise Covid. Le soutien, on vient de vous en parler beaucoup, et c'est au cœur de notre accompagnement, tout le temps. Et pendant la crise Covid, techniquement, comment on a soutenu les personnes qu'on accompagne? Eh bien, la plupart n'avaient pas d'imprimante, donc n'étaient pas capables d'imprimer les fameuses attestations et étaient encore moins capables de les rédiger à la main. Donc, on a imprimé des attestations, on leur a apporté chez elles, on leur a trouvé des masques, on leur a apporté, on leur a dit qu'on ne pourrait pas continuer à venir les voir. Donc, on leur a proposé d'avoir un suivi téléphonique régulier. Plusieurs locataires n'avaient pas de téléphone, donc on a fourni des téléphones, on leur a appris à s'en servir, on les a appelés régulièrement, on leur a proposé de les appeler aussi souvent qu'ils le souhaitaient, c'est-à-dire de passer d'une visite par semaine à, en fait, pour certains, un appel téléphonique quotidien. On a été faire des courses pour ceux pour qui c'était compliqué. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? C'est pas mal déjà. Ouais, c'est vrai, oui. Donc, on n'était pas forcément présent physiquement, sauf quand il fallait apporter des masques, des attestations. Pour certains, on pouvait deviner que quand ils nous disaient « j'ai plus d'attestation », c'était aussi un prétexte pour nous voir 5 minutes, mais on passait, apportait les attestations. Donc, on a été assez présent sur le soutien pendant